vous avez insisté sur la souplesse qui a toujours prévalu du côté des autorités parce qu'elles peuvent faire autre chose. Mais moi, je reste un peu obnubilé par ce que j'ai dit au début de mon intervention, enfin de la présentation. C'est toujours les 7 millions de surplus de démographie utilisés dans les campagnes qui me posent problème pour les prochaines années. Vous avez, à la fin de votre exposé, insisté sur le fait qu'il faut être prudent, puisque la situation sera encore critique pendant les 10 à 15 ans. Et là, vous allez en même temps compenser tout cela en disant que le tissu traditionnel est peut-être supérieur au tissu actuel, dans la mesure où il permet ce lien social et facilite l'intégration dans le cadre de l'urbain en général. Je pense que cette souplesse des autorités restera certainement, mais est-ce qu'elle sera suffisante pour faire en sorte que soit absorbé ce surplus de population qui va arriver dans les villes tôt ou tard, mais je crois que tôt, beaucoup plus que tard, hélas, à cause des changements climatiques et auxquels il va falloir répondre de manière concrète. اسمح لنا بالفرنسية أظن أنه فيها بس نخصص شوية ما جاء على لسان الأستاذ أوليفييه لوتان اللي هو ممارس ورجل عمل إجرائي وليس باهت جميل. طلب العفو من قبلكم لكونه يتحلى بهذه الصفة، لكن في نفس الوقت هو خبرة واسعة واعتبر أنه تجربته التي سيرت ما قام به اسم محمد النصيري بل أحيانا ساهم على مستوى المناقشة بالمناقشة معه في عدد من المفاهيم، وأكد على شيء سأقصد به أنا شخصيا، وهو أنه التمدن أو تمدين الأوربانيزاسيون تساعد على وجود قطاع غير مهيكل. القطاع غير المهيكل يمكن على مستوى السكن، هل هي التي كذلك تساعد على وجود قطاع غير مهيكل على مستويات أخرى؟ من دون شك. عندما نرى مثلا زخم فراشين في مدينتنا الإسلام، فمن دون شك أنه أزمة السكن وأزمة التوافد من الأرياف إلى المدن هو الذي يؤدي إلى هذه الظاهرة، ظاهرة الاقتصاد غير مندمج أو الشكلي نعم غير مهيكل في مدينتنا. فباسمكم أشكر مجددا الأستاذ أوليفييه لوتان على مداخلته، ونستمع إلى آخر مدرس وهو كذلك مهندس معماري وهو الأخ صديق سي نبيل محمود. وبعد ذلك طبعا سيرد السي محمد النصيري على كل هذه الملاحظات التي استمعنا إليها. شكرا إسماعيل، شكرا الإخوان. كنا سمحوا لي ندخل الفرنسية. Je voudrais commencer par remercier tout le monde qui m'a laissé Alors, ce que je voudrais dire, c'est que dans un premier temps, je me suis toujours étonné de voir comment on pouvait lire la vie, comment on pouvait se l'approprier, enfin bien comprendre comment elle évolue. Et là, je me suis vraiment posé une question très importante qui a été soulevée à travers l'ouvrage. Comment se faisait la Médina? Parce que tout le monde parle de la Médina comme étant quelque chose d'idéal, quelque chose qui a toujours été propre, toujours été avec des habitants des habitants qui ont toujours été, je dirais, citadins, urbains, policés, tout à fait convenables, qu'il n'y avait pas de perturbation à l'intérieur de ce territoire. Je crois que c'est complètement faux
J'en suis profondément convaincu. Et je pense qu'aujourd'hui, quand j'ai regardé ça encore une fois, je me suis dit, c'est le même processus qui s'est prolongé à l'extérieur des murailles. En fait, les quartiers nouveaux qui se créent, ça a été créé bien sûr en plusieurs périodes, comme Meknès, comme Fès, comme Marrakech, comme toutes les autres cités marocaines. Et donc dans la première période, il y a eu le Qasr, il y a eu le Banu Ashara. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu les Zénètes qui sont arrivés, Znata, ils se sont installés, ils ont formé leur quartier. À partir de ce quartier aussi, il y en a d'autres qui se sont installés, les Triades, et ainsi de suite. Et quand les Triades ou les Zanata sont arrivés, eh ben, ils ne sont pas arrivés avec des maisons toutes décorées comme on les connaît aujourd'hui. Ils sont arrivés avec ce qu'ils avaient, avec leur Nouala, dans les petites rues, etc. Et c'est par la suite que les choses se sont organisées. L'organisation, l'affinement, tout ce qui est précieux est arrivé par la suite. La distribution d'eau, elle n'est pas arrivée le premier jour. Il y avait des puits, il y avait des choses comme ça, il y avait peut-être une source. Et par la suite, on a commencé, et quand il y a eu une densité, quand l'eau n'était pas suffisante, on a été chercher de l'eau à Ain Bakar, 15 km plus loin. Et après, on a installé le Maïda, qui a réparti l'eau, et qui a installé tout un système de répartition, et avec des priorités, en premier, ça, etc., etc. Mais tout ça s'est construit sur des siècles. Je pense que le phénomène dont on parle aujourd'hui, c'est surtout une vitesse. Et c'est un phénomène qui a été très fort et en très peu de temps. On est passé, par exemple, à Salé, dans l'enceinte de la Médina, de 17 000 ou 15 000 habitants en 1912-1913, aux années 80, on était à 52 000, 53 000 habitants. Dans un espace qui n'a pas changé. Mais bien sûr, on a bouffé sur les espaces verts, sur les jardins maraîchers, etc., etc. Et donc, ce phénomène-là, on est passé de 17 000 ou 15 000 à 55 000, c'est un phénomène assez incroyable en si peu de temps. Et bien sûr, il y a eu des lotissements clandestins à l'intérieur même de la Médina, de l'enceinte de la Médina. Il y a eu Chantraoui, il y a eu etc., etc. Il y a eu des lotissements qui ont été faits réglementairement, il y en a d'autres qui ont été faits jusque dans les années 80, Sidit, etc., etc. Et puis, le quartier d'El Mullah, qui a été construit en 1806, eh bien, c'est un quartier qui a été tracé, disposé, et on a sorti la population de confession juive, salétine, vers un autre quartier, et qui n'avait rien du tout. Et après ça, on a introduit l'eau, on a réintroduit les fontaines, on a mis les hammams, etc., etc. Donc, tout le phénomène qui s'est passé à l'intérieur des remparts, et bien, une fois que les remparts ont été remplis, ben, il s'est passé à l'extérieur des remparts. Et ce n'est pas un phénomène nouveau, c'est-à-dire que les règles qu'on imposait qui étaient tellement lourdes, et là je rejoins Olivier Toutain dans cette affirmation, c'est l'excès de règles qui fait que les gens passent au-delà des règles. Et c'est automatique. À partir du moment où on ne peut plus rentrer dans les règles, on sort des règles. Mais ce qu'il faut aussi avoir en mémoire, c'est le phénomène du clandestin à Salé. Qui a fait le clandestin? Ce n'est pas quelque chose qui est tombé du ciel. Parce que le clandestin n'est pas le bidonville. Le bidonville, c'est un envahissement. Il n'y a pas de problème qui est posé sur le foncier. Le clandestin, on ne joue pas avec ça. On ne s'installe pour commencer à construire du dur que lorsqu'on a au moins un semblant de droit d'occupation. On ne construit pas n'importe comment. On n'est pas en Amérique latine. Et là, la différence est monstrueuse. On n'a pas d'envahissement de terrain. On a une occupation plus ou moins réglementaire. D'abord, au niveau foncier, avant de pouvoir s'investir à construire. Les Marocains ne sont pas fous. Ils ne construisent pas en dur, ils n'investissent pas énormément sur un terrain sur lequel ils sont sûrs d'être chassés au lendemain, ou 80%. Donc, le phénomène a été progressif. Alors, le pire, c'est qu'à Salé, qui a encouragé le clandestin? C'est le Bachar Ahmed. Ceux qui se rappellent de Bachar Ahmed, eh bien, c'est l'autorité
Et c'est là où le phénomène, dans son essence, est quand même extrêmement fort. Qui a fait signer les plans et cacheté les plans et délivré des papiers sur lesquels était dessiné un plan vaguement dessiné et qui était distribué aux gens qui avaient un problème de logement. C'est le Bachar al-Assad. On n'est pas ailleurs, on est ici. Et ce n'est pas un phénomène extraordinaire qui s'est construit quelque part. Non, il s'est construit ici. Allons plus loin. Qui sont les propriétaires qui ont encouragé le clandestin et qui l'ont porté? C'est les gens de Salé. C'est les propriétaires fonciers des jardins maraîchers qui se trouvaient autour. On peut donner les noms, si vous voulez, mais ça ne pose pas de problème. Mais le phénomène, il n'a été encouragé non pas par les gens de la campagne, mais c'est les gens de la ville qui leur ont permis de s'installer et qui les ont accueillis sur leur terrain. Bien sûr, contre monnaie sonnante et trébuchante, mais c'est un phénomène qui a été induit par la population urbaine citadine propriétaire des jardins maraîchers. Et ce n'est pas un phénomène extraordinaire. Tout le monde le sait, mais on ne le pose jamais dans ses réalités profondes. Par la suite, tout le phénomène de régularisation, c'est un phénomène qui se fait par la suite. J'y ai participé quand j'étais architecte municipal, CHC aussi, etc., etc. On a participé à ce phénomène-là, comment on organise les gens, on a monté les amicales et tout ça. Et c'est ce que disait justement M. Toutain, c'est par rapport à cette zone grise dans laquelle on se retrouve, quand on a un phénomène important et qu'on ne maîtrise pas, et comment arriver à trouver, eh bien, on assouplit les règles pour pouvoir intégrer une partie de la population qui est prête aussi à un moment, donc s'intégrer dans la cité et dans le processus administratif qu'ils ignoraient complètement au départ. Que même aujourd'hui, si quelqu'un va vouloir construire sa villa, je le défie de faire tout réglementairement. C'est un imbroglio administratif inimaginable. Bref, tout ce système-là est construit sur la base de foncier qui est mis à la disposition de ces gens, qui, contre bien sûr monnaie sonnante et trébuchante, mais en même temps qui les accompagne par la suite. Parce que, comme le cite Simon très clairement, ces gens-là, ils sont élus municipaux. Ceux qui ont fait les lotissements clandestins sont les élus de la commune. Et par le fait qu'ils sont là, ils deviennent des intermédiaires dans le sens de régulariser. Et automatiquement, ce qui se passe, c'est qu'ils bloquent les documents d'urbanisme pendant un certain temps, ils s'opposent, ils les retardent jusqu'à régler leurs problèmes et vendre les derniers lots. Ce n'est pas un phénomène qu'on ne connaît pas, tout le monde le connaît. Et tout le système de régularisation, etc., a été bâti là-dessus. Et tout ce système est un système connu. Je ne crois pas que quelqu'un l'ignore. Qaret Ouled Moussa a été monté par qui? Par les militaires qui étaient à la base et qui n'avaient pas de logement et qui voulaient ramener leur famille. Et c'est comme ça que se fait Qaret Ouled Moussa. Sidi Moussa, etc., etc. Tous les quartiers, chacun a une histoire particulière à raconter par rapport à un certain nombre d'intérêts qu'ils ont présentés à un moment donné. Et aujourd'hui, on sait très bien que Douar Cheikh Mfouddal, Dar al-Hamra, etc., tout ça, qui étaient les élus pour le Cheikh Mfouddal. Sur Salé, Sidi Moussa, c'est des gens de Salé. Donc, ce système dont on parle, qui nous paraît un peu complexe à saisir, bien sûr qu'il y a tous les éléments sociaux qu'on a abordés, mais tout le phénomène est construit sur cette base-là. Et principalement, tous les réseaux convergent vers ce système. Le deuxième point sur lequel je voulais appuyer, c'est donc alors, sur la taille et l'importance du logement, de l'habitat clandestin. À un moment, dans les années 80-90, ce qu'on appelait clandestin, non réglementaire, etc., on peut revenir sur les dénominations, représentait 80% du territoire de la ville, de la commune urbaine. J'exagère peut-être un tout petit peu, mais on n'est pas loin. La Médina n'a pas été conçue réglementairement.
Les seuls quartiers réglementaires, il y avait Talah, Salah et une partie de la Pépinière. Tout le reste a été produit dans le clandestin régularisé. Les premiers lotissements clandestins de Sidi Moussa, leur pendant à Btana, c'était Bizenti, c'était le quartier Sidi Abdullah, c'était le quartier Mohamed Khamis, etc., etc., qui sont tous des anciens clandestins, qui aujourd'hui, Douar Largo, etc., etc., tous ces quartiers-là étaient du clandestin. Et aujourd'hui, ils font partie de la cité. Donc c'est une question de temps qui permet à la ville de digérer. Je sais que le terme est un peu... Mais de digérer, d'intégrer tous ces éléments-là. Alors, autre chose sur laquelle je voulais revenir, puisque j'avais fait dans les années 80, début des années 80, un DEA en géographie de l'aménagement, comme thème justement sur l'habitat sous-intégré et le système d'intégration de l'habitat non réglementaire à la cité. Et j'avais commencé à réfléchir sur un des phénomènes principaux qui permettent à ces quartiers-là de faire partie de la ville. Et de ne pas parler d'intégrer ou de se désintégrer, mais de faire partie de la ville. Pour faire partie de la ville, il suffit, et il faut, avoir une fonction dans le fonctionnement même de la cité. Quand on prend la conurbation de Rabat Salé, et on regarde et on se dit, aujourd'hui, est-ce que Douar Cheikh Mfadal, aujourd'hui, est intégré ou pas intégré? Si on le regarde à travers un certain nombre d'éléments, de services urbains qui y sont ou pas, on peut dire, bon, il n'est pas tout à fait intégré. Mais quand on voit l'importance qu'il a aujourd'hui en tant que le centre de distribution des tissus, dans le Maroc, hein, je parle de... Les gens viennent de Casa pour aller acheter les tissus, c'est quelque chose d'inimaginable. Comment aujourd'hui on peut dire que c'est un quartier qui n'est pas intégré, qui ne fait pas partie de la cité? On est complètement out, c'est-à-dire on est vraiment à côté de ce qui se passe. Quand on regarde, par exemple, même dans les années 70-80, quand on parlait de Sidi Moussa, les gens disaient que ce n'était pas un quartier intégré, c'était un quartier dangereux, etc., etc. Mais tout le monde venait faire ses courses pour acheter les légumes à Sidi Moussa. Tout le monde aujourd'hui va sur le pour acheter les légumes qui sont les moins chers et qui sont les plus bons. Alors, ce système de distribution commerciale, de répartition et de rôle que remplit un quartier dans la cité fait partie des systèmes, je dirais, d'évaluation pour dire que ce quartier est intégré ou ne l'est pas. Est-ce qu'il fait partie de la cité ou pas? Donc c'est des choses qui me paraissent vraiment importantes et qu'il faudrait... Bon, je ne suis pas chercheur non plus, mais je suis juste architecte ou praticien en urbanisme. Alors là, un autre point sur lequel je voulais revenir, c'est la Médina. On parle de la Médina, je viens de terminer effectivement une étude sur la Médina de Salé, qui a duré plusieurs décennies. Et on m'a dit qu'est-ce qu'on pouvait faire de cette Médina. C'est-à-dire que l'intérêt aujourd'hui, c'est de dire que la Médina en 1913 représentait 100% de la population de la ville. Aujourd'hui, elle représente 1,5% de la ville. C'est-à-dire quelle est son importance? Son importance n'est pas dans la quantité, mais elle est dans l'imaginaire social qu'elle représente encore aujourd'hui par rapport à l'ensemble des habitants. Ça reste le référent urbain, mais c'est uniquement dans les têtes. Et ça, c'est quelque chose de très important, parce que, point de vue culturel, point de vue tradition, point de vue commercial, la Médina reste le point focal de la cité dans son ensemble. Quand je parle de cité, je parle si vous voulez, du périmètre urbain. Autre chose, qu'allons-nous faire de cette Médina? Elle n'est plus adaptée. Les logements se sont adaptés. Les gens ont adapté leur logement à leur style de vie. On n'est plus dans la chambre modèle avec des baldaquins d'un côté et de l'autre, avec deux couples dans la même pièce, avec les enfants qui dorment dessus. C'est fini. Personne ne fait ça. Donc on a adapté la maison à la ville. Et on est en train d'adapter la ville à la ville. Aujourd'hui,
quand on a terminé l'étude, on s'est aperçu que la ville, depuis 82, a perdu plus de 33% de sa population. On est passé de 52 000 ou 53 000 habitants à, en 1913, quand j'ai fait le dénombrement, à 32 000 habitants. C'est énorme. 2013. 2013. Alors, j'exagère, mais on peut avoir un phénomène similaire. C'est Venise. Venise s'est vidée complètement de sa population. On n'est pas dans ce phénomène jusqu'au bout. Mais il faut se rendre compte que non seulement on a perdu la population, mais on a aussi perdu le style de vie et tout ce qui va avec à l'intérieur. Les activités aussi, on a perdu à peu près 60% de l'artisanat. Mais par contre, on a gagné en commerce et la Médina s'est transformée en supermarché. Le commerce est rentré dans des rues dans lesquelles il n'y avait aucun commerce, aucune activité. Il a envahi la Médina dans beaucoup d'espaces qui n'étaient pas dédiés au commerce et à l'activité. Alors, ces phénomènes sont extrêmement sensibles. Maintenant, cette population aussi a changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la pyramide des âges à l'intérieur de la Médina, c'est complètement inversé. On a plus une population âgée qu'une... J'exagère un peu, pour donner une image un petit peu de ce qu'on a. C'est-à-dire qu'on a des écoles primaires qui n'ont plus de population, qui n'ont plus d'élèves, et qui se sont vidées. Par contre, on a beaucoup de personnes âgées, et il faudrait qu'on rajoute des locaux pour accueillir les personnes âgées. Et on a des maisons où on n'a plus que 2 personnes âgées dans des grandes demeures qui n'ont plus le moyen d'entretenir, même physiquement, ces maisons. Et donc, là, qu'est-ce qu'on veut faire de ces maisons? Alors, il y a eu un autre phénomène très important dans les années 70, 80, jusqu'à la fin, encore, ça continue, mais moins fort aujourd'hui, c'est que le phénomène d'habitat clandestin investit la Médina. Les mêmes personnes qui font de l'habitat clandestin à l'extérieur, eh bien, font du logement densifié dans la Médina. Dès qu'il y a une maison qui s'effondre ou une parcelle qui se libère, un riad, par exemple, un vrai jardin. Je parle de riad, c'est le jardin. Riad, c'est le jardin. Dar, c'est la maison. Donc, les riads qui se libèrent ou les maisons qui sont vidées et qui s'effondrent, on voit apparaître des immeubles. Des immeubles en rez-de-chaussée plus 2, plus 3 étages, avec des fenêtres donnant sur l'extérieur, c'est-à-dire que même l'introversion des maisons de la Médina est abandonnée et on va vers un autre système d'habitat. Je l'avais signalé dans un ouvrage qu'on avait fait sur l'histoire de la gentrification et de la modification qui se fait. Et ça, c'est un phénomène qui était très dangereux et qui continue encore aujourd'hui, mais avec moins d'importance. Ce phénomène dénature complètement la Médina. Elle perd complètement sa qualité et surtout sa nature de logement introverti vers des logements qui sont extravertis dans des parcelles qui ont toujours été introverties. Et densification, bien sûr. Et aujourd'hui, même cette densification n'a plus lieu d'être. Elle est externalisée. Et on perd cette population. Et nombre des équipements, quand on regarde la Médina, qu'est-ce qu'on en fait? Je reviens toujours avec l'exemple d'El Hammam. Sur Salé, on a à peu près plus de 12 hammams dans la Médina. Mais depuis, tout le monde a sa salle de bain chez lui. On va au hammam une fois par semaine dans le meilleur des cas. Et qu'est-ce qu'on fait des hammams? Aujourd'hui, est-ce qu'on les transforme? Donc la proposition que moi j'avais faite, c'est de dire qu'un certain nombre qui sont, je dirais, représentatifs d'un hammam avec toutes ses qualités, etc., on les préserve. Patrimoine, on les protège. Mais les autres, qui ont moins d'intérêt, on peut les transformer pour répondre aux nouveaux besoins de cette population qui a muté. Est-ce qu'on en fait des salles de sport ou autre chose, ou des spas, ou des... je ne sais pas. Donc, le phénomène, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on répond à cette population nouvelle qu'on veut attirer en Médina? Parce qu'on ne peut pas, comme on le disait par rapport à la dédensification de la Médina, est-ce qu'on sort cette population? Et si on la sort, on la met où? Et pourquoi faire on la sort? Est-ce qu'on fait la Médina pour cette population
population qui est aujourd'hui dedans, ou pour une autre qu'on va faire venir. Ou alors on choisit une partie de la population qu'on met dehors, on garde l'autre. C'est pernicieux, mais c'est clair, qu'est-ce qu'on va faire de cette Médina et à qui on va la faire et pour qui on va la faire. Le phénomène de la gentrification n'a pas touché toutes les Médinas de la même façon. Sur Marrakech, c'est quelque chose qui a explosé et les gens luttent contre la gentrification. À Salé, on appelle la gentrification. Pourquoi? Parce que malgré tout, le fait de retaper un riad ou une maison traditionnelle ou bar, eh bien ça la sauvegarde. Ça l'empêche de tomber dans la main de promoteurs immobiliers qui vont en faire un petit immeuble. Et ça maintient en partie, ne serait-ce qu'en partie, la mémoire de cette cité. Alors, jusqu'où, jusqu'à quand, tout est question de mesure. Je vais m'arrêter. شكرا سي نبيل الرحموني على هذه المداخلة القيمة، لكن من دون شك انكم لاحظتم انه ركز على مدينة سلا. كان مبدج لما ورد في كتابه الاستاذ محمد الناصري. وهذه